Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, on fait un décryptage en profondeur d'une situation qui devient vraiment critique. On rentre dans le 35e jour de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, 35 jours, ouais. Ça commence à faire long. c'est clair. Et pour dissiper un peu le brouillard de la guerre, on se penche aujourd'hui sur les sources et les analyses d'un document super intéressant. C'est le Blackman Spy Podcast. Absolument. Un programme animé par les analystes géopolitiques Malcolm Nance et Wadja. Exactement. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de regarder au-delà des communiqués officiels, quoi. On veut comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Des tactiques militaires un peu inattendues jusqu'au chaos diplomatique, sans oublier bien sûr les ondes de choc économique. Ouais, mais attends, avant de plonger là-dedans, il faut absolument faire une mise au point cruciale. Vas-y, je t'écoute. Les documents sources qu'on examine aujourd'hui, ils contiennent des opinions politiques qui sont extrêmement tranchées. Ah oui, très polarisé, c'est vrai. Voilà. Les auteurs formulent des critiques vraiment très sévères, notamment envers Donald Trump, mais aussi envers la politique israélienne de Benjamin Netanyahou et pas mal d'autres acteurs politiques. Et je tiens à le souligner avec insistance, notre objectif ici, ce n'est absolument pas de prendre parti, Tout à fait. ni d'approuver ses opinions d'ailleurs. Notre rôle, c'est uniquement de rapporter fidèlement et objectivement les arguments qui sont avancés dans ce document source. En tant qu'analyste, je suis là pour comprendre les implications de leurs théories, pas pour les valider politiquement. C'est très bien de le rappeler. La neutralité avant tout. Ok, décortiquons tout ça. Et je te propose de commencer par le terrain militaire parce que les chiffres ils sont bluffants. Ah, tu parles du fameux ratio de perte. Ouais, c'est ça. Le 35e jour, la Maison-Blanche revendique fièrement 15 000 cibles frappées. 15 000. C'est énorme. C'est colossal. Mais en face, quand on regarde les rapports du Croissant Rouge ou d'autres ONG sur place, ils ne comptent qu'environ 1212 morts militaires iraniens. Avec évidemment un nombre dramatique de victimes civiles à côté. Malheureusement, oui. Mais si on reste sur l'aspect purement stratégique, 1200 soldats morts pour 15 000 frappes. Ça fait un ratio ridicule, quoi. Il faut en gros détruire 15 cibles juste pour éliminer un seul militaire. C'est là que la logique conventionnelle bloque un peu. Ah oui. Je me pose la question, comment une armée moderne peut encaisser 15 000 frappes sans s'effondrer? Pour moi, c'est un peu comme essayer de détruire tout Internet en coupant un seul serveur central. Ça ne marche pas parce que le réseau est décentralisé. Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est exactement ça. L'analogie d'Internet est parfaite. L'Iran utilise ce qu'on appelle la stratégie de défense en mosaïque. Une mosaïque, c'est-à-dire? En fait, il y a plus d'une dizaine d'années, l'armée iranienne, particulièrement les gardiens de la Révolution, a été complètement restructurée. Ils ont divisé le pays en 31 districts militaires. Ok. Et ces 31 districts, ils sont totalement indépendants. Si un quartier général est bombardé par les Américains, les sous-commandants ne paniquent pas, ils n'attendent pas qu'on rétablisse la radio avec Téhéran. Il continue tout seul. Ouais, ils continuent d'opérer de manière autonome. Ils ont des ordres de mission préétablis qu'ils appellent dans leur doctrine des fatwas militaires. C'est en gros une directive permanente qui dit que si le commandement est détruit, on continue le combat jusqu'au bout avec les ressources locales. Donc, couper la tête du serpent, ça ne sert à rien. Exactement. Ça crée juste 10 autres serpents plus petits et tout aussi mortels. Et c'est pour ça que 15 000 frappes ne détruisent pas l'armée. Ça tape souvent sur des infrastructures vides ou des cibles secondaires. D'accord? Donc on a une stratégie militaire qui est clairement faite pour durer. Une vraie guerre d'usure. Absolument. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner de manière conventionnelle face à la puissance de feu américaine, donc il joue la montre. Complètement. Ah oui, le pétrole, c'est la première victime collatérale. Un truc de fou. La source raconte qu'il a suffi d'un seul discours de Donald Trump. Un discours très court, à peine 20 minutes. Oui, où il menaçait ouvertement l'infrastructure énergétique iranienne. C'est ça. Et bim, réaction immédiate des marchés. Le pétrole WTI a fait un bond de 12%. 12% d'un coup. Il est monté à 112,70 $ le baril. Certains courtiers l'ont même vu toucher les 113 $. 113, ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'il a dépassé le Brent, qui lui stagnait autour de 109 $. Du coup, ça se répercute tout de suite sur les consommateurs. Le document cite l'exemple de la Californie. Les prix à la pompe s'envolent. Ouais, à Beverly Hills, le gallon d'essence a atteint les 9 $. 9 $. Si on relie cela à la situation globale, qu'est-ce que ça veut dire au niveau financier? En gros, ça veut dire que les investisseurs n'ont absolument aucune confiance dans la capacité des États-Unis à plier cette guerre rapidement. Quand tu regardes les contrats à terme sur le pétrole, c'est évident. Ils se préparent au pur. Tout à fait.
Le marché agit comme s'il intégrait que cette crise va durer des mois, voire des années. On est en train de payer une prime de risque faramineuse parce que l'approvisionnement mondial est pris en otage. Mais attends, j'ai une question là-dessus. On entend toujours dire que l'Iran s'étouffe financièrement à cause du blocus du détroit d'Ormuz. C'est l'argument classique, non? C'est l'argument classique occidental, oui, mais nos sources corrigent complètement cette idée reçue. Ah bon? Comment ça? En fait, le détroit d'Ormuz, c'est surtout un péage financier pour les exportations vers l'Occident. Mais l'Iran, c'est un pays de 93 millions d'habitants, avec des frontières terrestres immenses. Ils ne dépendent pas que des bateaux, du coup. Pas du tout. L'économie survit très bien grâce au commerce terrestre. Ils commercent massivement avec le Pakistan, qui a désespérément besoin d'énergie. Ils passent par l'Afghanistan. Ils ont des routes commerciales majeures avec la Chine et la Turquie. D'accord, mais et pour les trucs plus lourds, l'industrie, tout ça? La Russie, via la mer Caspienne. C'est une zone où les flottes américaines ou européennes ne peuvent pas intervenir. Il y a un véritable pont logistique qui s'est mis en place. Ah oui, c'est malin. Donc, au final, le blocus maritime d'Ormuz ruine surtout l'Occident avec des prix de l'énergie qui explosent, mais il ne coupe absolument pas les approvisionnements vitaux des Iraniens. C'est le monde à l'envers, quoi. L'Occident s'auto-sanctionne presque. Bon, alors si l'économie est dans le rouge et que la guerre s'enlise sur le terrain, la logique voudrait qu'on négocie. La fameuse voie diplomatique. Bah oui, la diplomatie. Sauf que d'après le podcast qu'on analyse, il n'y a pas de négociation possible, parce que les diplomates se font littéralement assassiner. C'est l'un des points les plus glaçants de cette analyse. Prenons le cas de Kamal Karadi. C'est un ancien ministre iranien des Affaires étrangères, un mec connu pour être plutôt modéré, ouvert à la discussion. Un profil pragmatique, oui. Voilà. Et alors qu'il essayait justement de négocier un cessez-le-feu en impliquant les États-Unis et le Pakistan, qu'est-ce qui se passe? Un missile balistique frappe sa maison, directement chez lui. Avec des conséquences tragiques. Sa femme a été tuée sur le coup et lui est toujours dans un état critique. Mais pourquoi viser un modéré? C'est contre-intuitif, non? Alors c'est là que l'analyse politique de notre source entre en jeu, et je rappelle encore une fois que je rapporte leurs propos sans les cautionner. Selon eux, ces assassinats hyper ciblés seraient orchestrés par Israël, et plus précisément par le gouvernement de Netanyahou. Dans quel but? Le but, toujours selon cette théorie, c'est d'empêcher absolument tout accord de paix. En détruisant les canaux diplomatiques, tu maintiens l'administration Trump impliquée de force dans le conflit. Pour aller jusqu'au bout. Tuer la femme d'un négociateur modéré, ça ne fait pas de lui un allié docile. Au contraire, ça le transforme en ennemi juré qui ne cherche plus que la vengeance. Tu crées la radicalisation. C'est ça. C'est totalement contre-productif si tu cherches la paix. Tu élimines ceux avec qui tu pourrais signer un traité. Et le pire, c'est que ce vide politique laissé par les modérés morts, il est immédiatement comblé par les franges les plus dures et les plus extrêmes du régime. Toute voix qui appelle au compromis est vue comme de la trahison. Oui, la violence appelle la violence. Mais ce chaos, il ne reste pas gentiment à l'intérieur des frontières de l'Iran. Cette escalade, l'absence de diplomatie, ça irradie partout dans la région. L'Irak est en première ligne de ce débordement. Oui, on le voit bien avec ce qui s'est passé à Bagdad. La source rapporte une histoire vraiment effrayante, celle de Shelly Cadison. Une journaliste indépendante américaine. C'est ça. Elle s'est fait enlever en pleine rue, en plein jour. 2 hommes l'ont forcée à monter dans une voiture. Il y a même une course-poursuite chaotique avec les forces de sécurité irakiennes. La voiture a planté, Et pourtant, elle a disparu. volatilisé. Conséquence directe, l'ambassade américaine panique et exhorte tous ses citoyens à fuir l'Irak le plus vite possible. Cela soulève une question cruciale sur la répartition des forces. Quand les États-Unis mettent tout leur poids militaire sur l'Iran, ils créent un vide sécuritaire monstrueux dans les pays voisins. Les fameuses milices en profitent. Exactement. Des groupes armés voient cette impunité et se disent que c'est le moment d'agir. L'Occident ne peut même plus garantir la sécurité de ses propres ressortissants sur le terrain. Et pendant que le Moyen-Orient s'embrasse comme ça, au lieu de se serrer les coudes, la diplomatie occidentale, elle implose. C'est le moins qu'on puisse dire. L'échange entre Donald Trump et Emmanuel Macron, non mais on croit rêver en lisant ça. Trump a publiquement insulté le président français. Oui, sur un ton très personnel. Ouais, il a déclaré que la femme de Macron, Brigitte, le traitait mal et que le président français se remettait, je cite, d'un coup de poing à la mâchoire. C'est d'une violence inouïe pour des chefs d'État alliés. Macron a répondu derrière, évidemment. Il a dit que Trump parlait trop et qu'il manquait sérieusement de manière et d'élégance. Mais au-delà du simple buzz sur les réseaux sociaux, ça a de vraies conséquences, non? Totalement. La source que nous étudions qualifie ça de véritable déclaration de guerre diplomatique. Ah ouais.
Parce qu'en faisant ça, les États-Unis s'isolent d'une manière effrayante. Ils s'alignent des alliés historiques clés comme la France, et le résultat est immédiat sur le plan matériel et militaire. Comme avec l'histoire de la Suisse, c'est ça? Voilà, le document rapporte que la Suisse a purement et simplement bloqué des paiements majeurs pour des contrats d'armement américains. Pour les missiles Patriot, si je me souviens bien. C'est ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement suisse regarde la situation, voit un partenaire américain embourbé dans une guerre sans fin et qui insulte ses alliés européens et se dit est-ce qu'ils sont encore fiables? Ils n'ont plus confiance. La confiance est rompue. Les États-Unis perdent leur crédibilité en tant que partenaire stable. Bon. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on essaye de résumer cette plongée dans les événements du 35e jour, on a une armée iranienne décentralisée, en mosaïque, qui est pratiquement impossible à décapiter. Oui. On a une flambée historique des prix du pétrole brut. Payés directement par le consommateur. Exactement. On a une diplomatie morte à coups de missiles sur des politiciens modérés. Et on a une alliance occidentale qui se déchire par insultes interposées. C'est un tableau très sombre en effet. Et c'est important de rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que ces événements-là, qui semblent se passer super loin, ils dictent directement l'inflation chez nous. Totalement. Le prix que nous payons tous à la pompe à essence, la stabilité géopolitique globale, tout ça, c'est notre quotidien. L'histoire s'écrit maintenant, sous nos yeux. Et justement, pour rebondir là-dessus, j'aimerais qu'on laisse ceux qui nous écoutent sur une dernière révélation fascinante tirée de ces documents. Une chose dont on n'a pas encore parlé. Ah, dis-moi tout. Les rapports indiquent que les attaques de drones iraniens ont changé de cible. Actuellement, ils ne visent plus seulement le militaire. Ils attaquent directement les immenses centres de données d'Amazon et les infrastructures d'intelligence artificielle situées aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Attends, vraiment? Ils s'attaquent au cloud sur une promesse de sécurité technologique totale face à l'Occident. Ils voulaient être le nouveau hub mondial de l'IA. D'accord. Mais si des essaims de drones iraniens qui coûtent presque rien à fabriquer peuvent détruire l'infrastructure technologique du futur, que restera-t-il de la diversification économique du Golfe à la fin de cette guerre système? C'est une excellente question. Si leur sécurité est une illusion, les investisseurs vont fuir. Exactement. C'est une réflexion profonde sur la vulnérabilité de l'économie numérique. Une piste à garder en tête pour les esprits curieux. Ça donne de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse super pointue. Avec plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble la suite des événements dans Ligne de front. À bientôt.